Parfait. Donc, on va commencer par quelques définitions. On peut donner 3 niveaux de définition sur le CAV. Une définition anatomique, donc vous savez que c'est cette zone de jonction entre les oreillettes, les ventricules, et à 3 composants, puisque ça comprend la valve. Une définition embryologique, on y reviendra. Et puis une définition pathologique en fonction du niveau de shunt ou du niveau de fuite de la valve auriculo-ventriculaire. Alors, c'est une cardiopathie absolument extraordinaire, puisque les difficultés diagnostiques sont immenses. Qu'ensuite, on a tous les tableaux hémodynamiques et que finalement, c'est un défi chirurgical qui est loin d'être terminé. Donc, c'est une cardiopathie relativement fréquente, 7% des cardiopathies congénitales. Du point de vue embryologique, je crois que vous avez déjà eu un cours, donc je serai un peu brève. Donc, la formation de ce canal atrioventriculaire débute très tôt au niveau de la boucle. On continue. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro, je pense. Donc, au niveau de la boucle, on va avoir une extension. Donc, est-ce qu'on voit ma flèche? Oui, c'est parfait. On va avoir une extension de cette partie de la connexion entre le massif auriculaire et le premier renflement. Et on va avoir ce qu'on appelle un entonnoir tricuspidien qui vient de la partie crâniale du tube et qui va se développer vers ce fameux orifice. Et vous voyez ainsi qu'on arrive finalement à un double orifice atrioventriculaire qui va être bordé par la bande modératrice. Ce qui est plus important à savoir, c'est que finalement, au niveau de la septation interauriculaire pour arriver à cette valve auriculo-ventriculaire qui va créer le CAV, on a 3 structures. On a d'abord une structure qui est en vert ici, qui est constituée par le septum primum, qui est une constitution mésenchymateuse qui va tomber un petit peu comme un rideau du toit du massif auriculaire et qui va s'arrêter pour délimiter ce fameux ostium primum qui est bordé d'une capsule mésenchymateuse. Donc ça, c'est le premier composant. Le deuxième composant, donc, qui appartient au deuxième champ cardiaque, c'est cette crête vestibulaire ou cette épine qui va rentrer et se diriger de la partie arrière vers la partie antérieure pour combler en principe ce défect et qui dans le canal ne va pas le combler. Et la troisième structure, ce sont les bourgeons endocardiques qui sont là et qui vont se développer un peu plus tard, vers la 4e semaine, et participer en principe à la fermeture ou à la non-fermeture dans le canal. Donc, de la même manière, au niveau ventriculaire, vous allez avoir une participation musculaire, des myocytes qui vont monter, une participation des bourgeons. Donc finalement, dans la morphogénèse du canal atrioventriculaire, vous avez une évolution du concept, puisqu'avant on parlait de défects des bourgeons, et finalement c'est pas juste les bourgeons endocardiques qui vont créer cette cardiopathie, mais vous avez vu de multiples structures, au moins 3, avec un défaut mésenchymateux au niveau de la capsule, un défaut myocardique et puis un défaut d'alignement des septa. Et qu'on voit enfin que on a une intervention du premier champ cardiaque et du deuxième champ cardiaque. Et donc là, vous avez le schéma normal avec toutes les petites structures qui participent. Et dans le CAV, vous voyez que DMP, c'est une autre abréviation pour l'épine vestibulaire. La capsule mésenchymateuse CMC qui vient du septum primum, et ensuite les bourgeons. Et est-ce qu'il nous reste des chemises comme le septum interventriculaire. C'est quoi? C'est quelle matière? Donc, finalement, si vous j'ai les... T'as regardé là-bas? Oui, j'ai un truc. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. C'est Amanda qui a un sac aussi. Et donc, si je vous conseille de retenir un schéma, c'est celui-là, puisque vous avez les 4 structures même qui participent à la création du canal atrioventriculaire, pour résumer l'embryologie. Alors, oui, c'est bon, ça ne vous cache pas les schémas. Je vais juste mettre en galerie pour moi, excusez-moi. Donc, dans les formes anatomiques, on a plusieurs types. On va commencer par le plus classique, le CAV complet. Donc, un seul anneau, une jonction auriculo-ventriculaire commune. Vous allez voir que ce terme, on va le répéter à l'infini pendant ces 2 heures. Donc, une seule valve. Et finalement, ici, une communication interauriculaire de type ostium primum et une communication interventriculaire dite de CIV d'admission. Deuxième niveau, c'est le CAV partiel avec en fait seulement
une communication interauriculaire de type ostium primum et toujours une seule valve sur une jonction auriculo-ventriculaire commune. Le CAV intermédiaire, c'est finalement quand cette communication interventriculaire est dite restrictive. On verra par quel mécanisme dans la classification. On peut aussi avoir une CIV d'admission qui appartient au canal atrioventriculaire, c'est-à-dire toujours avec cette jonction auriculo-ventriculaire commune. Et on verra comment on peut la différencier des autres CIV. Et puis, on peut avoir une fente mitrale isolée appartenant à la série canal atrioventriculaire, c'est-à-dire sur une jonction auriculo-ventriculaire commune et avec une certaine direction. Et puis, on a cette fameuse insertion linéaire des valves auriculo-ventriculaires qui est très discutée, mais qui a quand même été décrite authentiquement par Lucie Louyel dans des cas de CAV. On va revenir un petit peu sur ces éléments et on va commencer par le plus important, c'est-à-dire la jonction auriculo-ventriculaire commune. Donc, c'est une anomalie obligatoire. Donc, là aussi, vous avez deux schémas qu'on peut retenir puisqu'on voit très bien, donc, dans la forme normale, l'encastrement ou le wedging de l'anneau aortique, de l'aorte, les deux anneaux qui sont situés sur deux plans différents, alors que dans le CAV, vous avez cette jonction auriculo-ventriculaire et donc l'effacement finalement de cette petite zone qui est dans le cœur normal très importante et qui permet le décalage entre la valve tricuspide, la valve mitrale et cette petite portion membraneuse vers l'aorte. Dans la jonction auriculo-ventriculaire commune, il faut qu'on parle de cette valve commune. Donc, c'est une valve particulière. Là aussi, vous avez un schéma qui vous permet de bien comparer la structure normale et la structure du CAV. Et ce qui est important tout d'abord dans cette valve commune, c'est les deux hémivalves antérieures et postérieures. Sur le côté droit, qui est là, vous voyez qu'il reste deux petites valves qui peuvent être plus ou moins importantes sur le niveau de bridging ou de pont, en particulier de l'hémivalve antérieure, et que du côté gauche, on a ce qu'on appelle un feuillet mural, donc, qui va être plus ou moins important suivant le rapprochement des deux piliers, et on va voir les implications. Donc là, vous avez sur cette valve auriculo-ventriculaire commune toutes les formes de CAV, avec le bridging le plus important qui correspond généralement au CAV complet, et puis pour arriver finalement au CAV partiel, où le pont de cette hémivalve antérieure est beaucoup moins important et où il y a une petite languette de tissu qui va séparer deux entrées, comme deux anneaux, mais en fait, il y a toujours une jonction auriculo-ventriculaire commune. Donc, ce qu'on appelle la fente mitrale, c'est en fait la position de l'hémivalve antérieure du côté gauche et qui va donc créer un espace qui va être le siège de la fuite. Et vous voyez que ce n'est pas une commissure, en fait, c'est l'espace et l'arrangement spatial de l'hémivalve antérieure qui va créer cette fente. Donc, on en arrive à la classification de Rastelli, qu'on doit connaître. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est bon pour les quiz, mais ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu à quoi ça correspond sur le plan anatomique et comment ça va vous aider à analyser l'hémodynamique de ce CAV. Donc, la forme la plus commune et l'ensemble de ces formes, elles sont définies sur les attaches de l'hémivalve antérieure. La forme A, on a une hémivalve qui est donc divisée en deux, avec une attache qui est sur la crête ventriculaire et qui se dirige vers la pointe du septum interventriculaire à travers la CIV. Donc, vous voyez tout de suite que ce sont ces formes qui vont probablement aller plus souvent vers le CAV intermédiaire et la CIV restrictive, puisqu'il y a ces cordages. La forme B, qui est la plus rare, la valve, elle reste divisée, mais elle n'est pas attachée à la crête septale. Elle va être attachée au septum, le plus souvent du côté ventriculaire droit, avec des cordages qui vont descendre plus ou moins loin, ou plus ou moins près de cette crête. Et enfin, la forme C, qui est ce CAV que vous connaissez tous, qui est énorme, qu'on voit souvent dans la trisomie 21, avec une valve antérieure qui n'est pas divisée et qui n'est pas attachée sur le septum. Elle va être attachée sur des sortes de piliers et de cordages qui vont directement au fond du ventricule droit et au fond du ventricule gauche. Je vous ai mis une autre diapositive pour mieux comprendre cette classification.
Et vous voyez qu'on peut se placer au-dessus de cette hémivalve antérieure pour comprendre, mais surtout de profil. Donc là, vous voyez, c'est la forme A. Le cordage, il est attaché sur cette crête. Dans la forme B, il va descendre du côté ventriculaire droit. Et dans la forme C, il est au fond du ventricule droit. Donc, vous voyez que ça dépend en fait du niveau d'attache et de cordage de cette hémivalve antérieure. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça va nous permettre assez rapidement de définir un niveau de shunt qui va de manière croissante, en tout cas au niveau des ventricules, entre la forme A et la forme C. Deuxième élément important dans l'anatomie du CAV, c'est la déformation spatiale et l'absence de wedging de cette aorte. Donc l'aorte n'est pas venue s'encastrer entre les deux valves qui étaient décalées, puisqu'il n'y a qu'une seule, vous vous rappelez le petit schéma, une seule jonction, l'aorte est repoussée et ça va nous donner une élongation donc de l'outlet par rapport à l'inlet. Et c'est cette élongation de la voie de sortie, tout en gardant la continuité mitro-aortique, qui va donner cet aspect en col de cygne ou gooseneck que vous avez dans tous les books, tous les livres, et qui est une lésion essentielle dans le CAV et qui, finalement, est encore plus marquée dans le CAV partiel, puisque la valve va donner encore plus une élongation de cette aorte. Donc, dans les CIV d'admission, donc vous voyez à gauche une CIV d'admission de type CAV et à côté, vous avez le diagnostic différentiel de toutes les communications interventriculaires qui généralement partent d'une autre zone et qui vont rejoindre cette zone d'admission. Mais on peut facilement faire le diagnostic différentiel, enfin plus ou moins facilement. Au niveau de la fente, on a d'autres formes de fente que celle du CAV. Donc, celle du CAV, elle est là et elle a la particularité, comme vous voyez sur cette pièce anatomique, de se diriger vers le septum d'admission. Donc, si sur une image arrêtée, vous avez là la courbure septale et la fente, c'est-à-dire la position de la valve antérieure et de la valve postérieure. Et donc, c'est différent des fentes isolées qui n'appartiennent pas au CAV et qui peuvent être soit antérieures, comme vous voyez là, et qui se dirigent vers l'aorte qui reste encastrée, ou des fentes postérieures, comme vous voyez là, qui se dirigent complètement vers l'arrière et qui n'ont rien à voir. J'ai du mal à passer les diapos. Alors oui, je vous ai mis une petite écho 3D qui n'est pas très bien réglée parce que c'était les premiers temps, vous faisiez de l'écho 3D, donc il y a plein d'échos. Mais vous voyez très bien la direction de la fente sur ce fameux septum. Donc ça, c'est une fente de CAV. Elle va vers le septum. Alors que sur une fente antérieure, vous voyez là, vous avez l'aorte qui est encastrée et la fente, elle se dirige vers l'aorte. Elle ne se dirige pas du tout vers le septum. En plus de toutes les autres caractéristiques du CAV. On continue sur les CAV un peu plus complexes dans l'anatomie. Donc, il existe donc des CAV équilibrés et des CAV déséquilibrés. Donc, dans les déséquilibres, on peut l'avoir au niveau du ventricule. Et vous voyez que sur cette diapositive, vous avez le CAV équilibré au centre et on peut se diriger vers une dominance ventriculaire gauche et un déséquilibre aux dépens des cavités droites. Mais on peut aussi arriver à un déséquilibre tel et une ouverture de la valve AV uniquement du côté ventriculaire gauche dominant, qu'on est finalement dans un spectre de ventricule unique. On n'est plus dans le CAV. Ou on est dans un ventricule unique avec une valve de CAV. De la même manière, on peut avoir un déséquilibre à l'étage auriculaire. Et donc, vous voyez que ce septum interauriculaire qui peut être aligné dans un CAV équilibré peut se décaler soit vers l'oreillette droite, soit vers l'oreillette gauche, et contribuant à un certain décalage du fait des flux de remplissage qui vont être eux aussi décalés. On va voir des exemples. Dernier point qui est anormal dans le CAV, c'est les voies de conduction. Et vous voyez donc sur le schéma normal, on a
le nœud auriculo-ventriculaire, le nœud auriculo-ventriculaire qui est là et qui est décalé en postérieur. Et ce qui fait qu'on a décrit des blocs auriculo-ventriculaires, voire des blocs de branches, puisque derrière, il y a aussi le faisceau de His qui est décalé. C'est plutôt rare en préopératoire et c'est plutôt décrit en post-opératoire. Et on verra une technique chirurgicale, en particulier les chirurgiens, quand ils ferment le défect interauriculaire, ils laissent souvent le sinus coronaire à l'oreillette gauche pour arriver à faire leur suture plus bas et éviter de toucher ces voies de conduction. Alors, pour essayer d'avancer dans le diagnostic échographique, qui n'est pas toujours facile, vous allez le voir, je vous ai fait une petite corrélation sur des pièces anatomiques. Donc, on va commencer par un CAV de type A. Donc, vous voyez là, en vue frontale ou transverse ou au-dessus de la valve, on va dire. Vous avez la valve du côté gauche. Là, c'est la petite valve murale, l'hémivalve antérieure, l'hémivalve postérieure et la fente qui se dirige vers le septum. Sur une vue arrêtée de l'autre côté, vous voyez la CIA de type ostium primum, l'anneau et la valve commune. Et ici, la CIV et les petits cordages, ils se mettent sur la crête. Et là, vous les voyez très bien, ils arrivent juste au niveau de la crête. Vous avez trouvé qui... c'est bon? Merci. Alors, on arrive à la forme C, c'est la forme du CAV immense avec toujours cette jonction auriculo-ventriculaire commune. Et vous voyez que cette valve-là qui est là, elle va juste s'insérer sur la paroi antérieure du ventricule droit qui est là. Il n'y a aucune attache sur le septum ni sur la crête. Et il doit y avoir quelques attaches quand même du côté du ventricule gauche. Et donc, voilà ce que ça donne en pièces anatomiques. Donc, les normes CAV et au fond du ventricule droit, les attaches de l'hémivalve. Et en vue coronale, on va dire, vous voyez, ces attaches, elles vont au fond du ventricule. Alors, il y a des petites formes intermédiaires. Donc, moi, j'aime bien ces deux cas parce que ça nous montre que ce n'est pas toujours si facile. Donc là, vous voyez, sur la pièce anatomique, c'est très joli. Il y a le septum là. Donc, est-ce qu'on dit que c'est sur la crête ou est-ce que c'est sur le côté du ventricule droit? Puisque c'est la partie très haute du septum du côté ventriculaire droit. Donc, c'est une forme intermédiaire. C'est plutôt un type B, puisque la crête, elle est là et qu'il n'y a pas strictement. Mais ça va se comporter comme un type A. Et vous voyez, en échographie, image arrêtée, c'est exactement la même chose. On peut distinguer en zoomant. Ce n'est pas tout à fait sur la crête. Et là, finalement, donc, c'est une intermédiaire entre une forme B et une forme C. La crête, elle est loin, le septum, il est un peu loin. Donc, on a des attaches qui vont là, et puis qui vont là, et on peut se demander si au fond du ventricule droit, c'est quand même pas un peu attaché sur le septum, si c'est attaché que sur la paroi. Ça n'a que peu d'importance. C'est juste pour expliquer que cette classification, elle est un peu restrictive comme toutes les classifications, mais qu'il faut garder à l'esprit qu'elle va servir à évaluer l'évolution hémodynamique, puis finalement la chirurgie. Un petit mot sur le CAV partiel, donc en image arrêtée, puisqu'après vous aurez plein de boucles. La valve AV commune, pas de communication réelle d'admission. D'ailleurs, c'était peut-être un petit type A, puisque là, on voit un petit cordage, mais bon, peu importe. Quand elle s'ouvre, on n'a pas de communication, pas de shunt au niveau interventriculaire, et on a la CIA de type ostium primum. Et voilà ce que ça donne. Et vous voyez bien l'aorte qui est loin, avec cet aspect très élongué de cette partie, de cette continuité mitro-aortique, du fait de l'absence de wedging. Alors, le CAV, en plus d'être complexe, puisqu'il y a plein de lésions intracardiaques qui rentrent dans ce spectre du CAV, on a plein d'anomalies extracardiaques associées. C'est une des pathologies, une des cardiopathies qui s'associe le plus souvent à un syndrome ou une pathologie génétique. Et qui s'associe aussi assez souvent à d'autres lésions intracardiaques. Donc, on a vu les formes déséquilibrées. Au niveau des autres anomalies intracardiaques associées, vous pouvez avoir des conotroncales, des phallos associés au CAV. On peut avoir des obstacles gauches qu'on verra plus souvent dans les déséquilibrés aux dépens des cavités gauches.
Et puis, on peut avoir pas mal d'autres DCIV autres, musculaires, et puis même des anomalies de position des vaisseaux. Et puis surtout des anomalies des retours veineux systémiques et pulmonaires, puisque dans l'acceptation de l'oreillette, la jonction de ces oreillettes avec les retours veineux se fait à peu près au même moment que l'acceptation. Donc, vous voyez que ça peut être particulièrement lié et qu'il faudra le rechercher, en particulier dans les hétérotaxies, dont la fréquence est assez élevée dans les CAV. Donc là, je vous donne une fréquence fétale donc, qui est particulièrement élevée, puisque dans tous les CAV du fœtus, n'arrivent pas tous en période néonatale. Donc, la fréquence est de 25%. Dans les anomalies génétiques associées au CAV, donc les deux suivantes sont issues de cette dernière étude que j'ai trouvée en 2020. Et donc, vous voyez qu'il y a donc 45% de trisomie 21. Donc, c'est vraiment dominé par la trisomie 21, on le savait. Et que finalement, les CAV isolés, sans syndrome associé, sans lésion associée, on en a environ un peu plus d'un tiers, 36%. Dans la trisomie 21, là, je vais vous reprendre les différents syndromes associés. À chaque fois, on va voir que ça correspond souvent à un phénotype de CAV particulier. Donc, évidemment, dans la trisomie 21, on peut trouver tous les CAV, mais on a une dominance de CAV complet, de type B ou C, souvent C, plus de 60% dans la trisomie 21. Alors, dans les hétérotaxies, vous avez, si on les divise en deux grands domaines, même si c'est plus complexe, on a l'asplénie et la polysplénie. Et vous verrez que donc, dans l'asplénie, c'est plutôt des CAV complets. Et dans la polysplénie, c'est souvent des CAV partiels qui confinent même souvent à l'oreillette unique avec des anomalies des retours veineux systémiques. Donc, c'est un phénotype particulier. Et puis, il faut savoir que ces CAV, on les voit aussi dans les grasopathies, tout ce qui est de la série Noonan, ce qui est moins connu que la trisomie 21, mais qui n'est pas négligeable. Et puis qu'on l'a dans toute une série de syndromes avec des anomalies multiples, comme le Charge et le Bacterl. Et puis que vous avez tous ces syndromes de polydactylie postaxiale, c'est le 6e doigt. Et c'est tous ces syndromes, vous avez leur nom. Moi, j'ai mis que les abréviations dans la diapo d'avant, si vous voulez, que sont le Smith-Lemli-Opitz, le Moon-Bardet-Beetle. Bon, je vous passe les vis von Krell. Et puis, vous avez aussi des anomalies isolées, géniques, qui ont été décrites, comme le GATA4. Et enfin, ce qui devient de plus en plus important, il y a des facteurs maternels qui contribuent à la survenue d'un CAV, que sont le diabète et l'obésité. Donc, si on synthétise la complexité du conseil génétique qu'on va faire en médecine fétale, on voit donc qu'il y a une hétérogénéité de ces facteurs génétiques, qu'on a une certaine relation phénotype-génétique, et que là encore, avec l'origine embryologique qu'on avait décrite, je vous rappelle le petit schéma, et ben on voit que, par exemple, bon, ça nous apporte pas grand-chose en clinique, mais c'est intéressant dans la genèse de ce CAV. Lorsque c'est le mécanisme incomplet, défectueux de la crête vestibulaire, on aura des CAV plutôt syndromiques, alors que si c'est un mécanisme qui vient plus des bourgeons, on aura plus un CAV isolé. Donc tout ça, c'est pour vous montrer l'extrême complexité et hétérogénéité. Donc on va maintenant arriver aux différentes étapes de diagnostic. Et on va commencer par le diagnostic anténatal. Donc, le diagnostic anténatal, il consiste tout d'abord à faire un diagnostic positif et à faire, bien sûr, le diagnostic différentiel. Je vais vous montrer plusieurs boucles d'écho, comment on y arrive. Ensuite, on va essayer de caractériser ce CAV, caractériser l'hémodynamique anténatale, préciser le situs, puisque vous avez vu que les hétérotaxies sont particulièrement fréquentes, et envisager le cariotype, puisque vous avez vu que les lésions génétiques sont importantes. Donc, je vais commencer par un CAV complet. À chaque fois, j'ai essayé de vous mettre le bidimensionnel avec à côté le Doppler couleur. Bien sûr que le diagnostic anatomique, on va le faire sur le bidimensionnel. Mais un des premiers points d'appel pour savoir si on est devant un CAV, c'est de voir cette image qu'on dit en papillon sur le flux Doppler rouge, qui est le flux d'entrée de la vague de CAV.
Et comme il y a une jonction auriculo-ventriculaire commune, vous voyez qu'on a un remplissage qui est dit en aile de papillon. Donc parfois, on a du mal à voir si s'il est mal placé. Là, par exemple, vous n'avez pas de liquide, vous avez la paroi, la pointe et le cœur est vertical. Et donc, la valve AV commune, on la voit pas mal, mais le défect à la fois ventriculaire et auriculaire, on peut se demander, je ne sais pas si d'abord vous voyez bien là-haut, je suis pas trop mal. C'est assez satisfaisant de le confirmer par cette image de remplissage sur la valve AV commune. Alors, je continue par le CAV partiel. Donc là, on a de la chance, notre cœur, il est horizontal. Et donc, nos rayons d'ultrasons, ça va être plus facile de diagnostiquer. Donc, on voit bien ce septum interventriculaire qui est complet. On voit la valve AV qui est alignée, qui est commune. Et puis, au contact de cette valve AV, on voit le défect. Ensuite, on voit un petit bout de septum. Et ensuite, on voit l'ostium secundum qui est toujours présent, ou la fosse ovale, on va dire, plutôt, en anténatale. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que vous voyez, c'est en Doppler couleur, vous voyez un tourbillon avec un shunt OD-OG à travers la fosse ovale et qui va remonter OG-OD par le primum. Et là encore, le Doppler couleur va vous aider à diagnostiquer ces deux défects. Parce que parfois, c'est difficile de se demander si ce n'est pas la fosse ovale qui continue, si on n'est pas trop antérieur et on loupe un petit bout de septum primum. Et on va finir sur la CIV d'admission. Donc là, le cœur, il est entre les deux. Donc c'est intéressant, il n'est ni vertical ni horizontal, il bouge en plus. Donc à un moment donné, on verrait presque, quand il est vertical, vous allez le voir en fin de boucle, hop, à septum intact. Et puis le cœur, il descend et on voit arriver le défect qui est au contact de cette valve qui, quand le cœur est vertical, on voit bien qu'elle est complètement alignée. Et c'est bien une CIV de CAV. Donc, vous voyez, dans une incidence différente, le cœur a presque la pointe en bas. Et vous voyez que c'est assez dur, assez difficile de diagnostiquer ces CIV d'admission de type CAV, parce que souvent, on a des cordages de la valve AV qui est tout à fait aligné, et que ce cordage, il arrive souvent sur la crête, comme dans les types A. Et en fait, il existe bien une CIV d'admission de type CAV. Donc, je vous ai mis un petit CAV intermédiaire pour vous montrer comment... Parce que finalement, parfois, ça vous paraît plus complet, les boucles fétales, mais c'est là qu'on va voir finalement tous les types de CAV. Donc, vous voyez, la pointe est là, le massif auriculaire, le défect primum, la valve AV unique alignée, qui s'ouvre bien comme une valve AV unique, et les petits cordages sur la crête. Donc là, on est vraiment comme dans les pièces anatomiques. C'est le CAV soit de type A, soit de type intermédiaire. Et enfin, je finirai par une forme un peu plus complexe. Donc là, le cœur est en bas et on voit une large jonction auriculo-ventriculaire commune, quasiment une oreillette unique et une très large communication interventriculaire d'admission. Et donc, on peut dire que ça confine au ventricule unique, non pas sur le déséquilibre des deux ventricules, mais sur la taille du défect. En hémodynamique, donc je vous ai montré des Doppler couleurs qui contribuaient surtout au diagnostic. Ensuite, en Doppler couleur, on va essayer d'analyser cette valve AV, puisque dans le diagnostic hémodynamique du CAV, il faut voir si cette valve fuit ou pas. Et donc, vous voyez que là, c'est le côté ventriculaire gauche. Donc, là, c'est le côté de la valve auriculo-ventriculaire gauche. Et on voit bien la fuite, qui a d'ailleurs une direction plus vers la partie droite du massif auriculaire et qui est significative en anténatal. Sur l'évolution de cette régurgitation, je vous ai trouvé un article qui est un peu compliqué, qui vous donne la distribution du degré de la fuite qui peut être considéré de grade 0, 1 à 2 en fonction de sa sévérité. Ce qui est important, c'est de savoir que finalement, certes, on peut attendre une modification de cette fuite en postnatal avec toutes les modifications de l'hémodynamique et la circulation transitionnelle, mais que finalement, il y en a très peu qui vont évoluer. Ils en ont trouvé environ 10%, et probablement que les CAV déséquilibrés
en particulier sur la voie gauche, auront plus de fuite, plus de pathologie de la valve AV gauche. Mais par contre, la trisomie 21 n'influence pas du tout la dysfonction de cette valve auriculo-ventriculaire. Même souvent, dans ces trisomies 21, c'est des CAV complets qui ont peu de dysfonction de la valve AV. Alors, un petit diagnostic différentiel qui est important. Donc, vous voyez sur cette vue, avec le cœur allongé, la pointe est là, le massif auriculaire, on a un défect qui est au contact de la valve qui pourrait avoir l'air aligné. Sauf que si vous suivez ce défect, vous voyez un petit couloir qui ressemble à un sinus coronaire dilaté. Et en fait, si on continue de monter, c'est-à-dire on part du diaphragme pour arriver au niveau aortique, puisqu'en fœtal, le cœur est allongé, vous voyez qu'on voit survenir un septum primum qui est parfaitement présent, et que dans l'oreillette gauche, on voit cette image arrondie ou triangulaire qui correspond à l'arrivée d'une veine cave supérieure gauche se drainant dans le sinus coronaire. Donc, c'est le principal diagnostic différentiel. Le CAV déséquilibré, on sera obligé d'y revenir en post-natal, mais ce qu'il faut savoir, en anténatal, on va avoir une définition un petit peu plus simplifiée. On va essayer de mesurer le diamètre de cette valve auriculo-ventriculaire gauche, le diamètre de la droite, pour voir s'il y en a une qui prédomine sur l'autre. Et puis, on va essayer de voir si nos ventricules participent à la pointe ou en diamètre sont plus ou moins déséquilibrés. Et puis, on va regarder en hémodynamique comment ils se remplissent pour essayer de voir ça. Mais on n'aura pas tous les indices que vous trouvez aussi dans tous les coulisses de CAV qu'on a en post-natal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être évolutif et que la définition simplifiée, on a dit que c'était normal entre 0,85 et 1,15 parce qu'il faut toujours avoir des chiffres. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns d'exemples pour vous donner une vue, puisque en médecine de cardiologie congénitale, c'est l'expérience qui va vous montrer comment on arrive à faire un diagnostic. Donc, il faut que vous envoyiez, il faut manger de la boucle, il faut manger le déco. Donc là, on a le ventricule droit qui est large, et là, on a le petit ventricule gauche qui est aplati. Donc, on a un déséquilibre du côté gauche. Et on voit que finalement, j'ai perdu ma flèche, voilà, on a peu de communication interventriculaire. Et il s'agit probablement d'un CAV partiel. Et que ce ventricule gauche, si on le suit bien, suivant la boucle, il arrive quand même à la pointe. Et on pencherait plus pour un obstacle de la voie gauche, une coarctation aortique associée, qu'une correction univentriculaire. Mais c'est quand même une impression. Et sur les potentialités du ventricule gauche, donc en fait, c'est la question anténatale qu'il faut se poser. Qui est finalement une coarctation aortique ou qu'il n'y en ait pas, que ça soit juste une hypoplasie de toute la crosse aortique et qu'il n'y ait jamais de coarctation qui arrive. La question que vous devez vous poser en anténatal, c'est est-ce qu'on va pouvoir recruter ce ventricule gauche? Et donc, je vous ai mis un autre exemple avec une oreillette quasiment unique. Et là, le ventricule gauche, vous voyez que le rapport, il est encore beaucoup plus marqué entre le côté de la valve AV gauche et la valve AV droite. Et ce ventricule gauche, il est tout petit. Et si on continue, il manque tout ça pour aller à la pointe. Donc ça, c'est de l'univentriculaire. Et je vous montre un dernier qui est plus récent avec une image échographique qui ressemble plus. Vous voyez que c'est pas toujours facile. On peut avoir un écho de la côte là qui nous bloque juste ce qu'on aurait envie de voir. Mais on voit que le déséquilibre, il se poursuit au niveau des vaisseaux. Là, on est au niveau. En fait, on va faire un balayage qui part de la cave cavité, même du foie et de l'estomac, qui monte, qui monte, qui monte. On va voir le CAV, on va voir le déséquilibre, et puis après, on va arriver au niveau des vaisseaux qui se croisent. Et là, vous voyez que c'est l'artère pulmonaire qui est au moins une fois et demie aussi grosse que cette aorte. Et cette aorte, on va pouvoir la suivre jusqu'au rachis, là, et on va voir que le déséquilibre, il est surtout marqué au niveau de l'isthme, et que c'est dans ces cas-là, alors que au niveau ventriculaire, vous voyez que le déséquilibre, il est finalement présent, mais moins marqué que sur la diapo d'avant, qui était de l'univentriculaire certain. Et vous voyez que ce bébé, il a fini en CAV partiel avec coarctation aortique et puis, dans un second temps, une correction biventriculaire. Donc,
une étude qui vous reprend un flowchart à partir du diagnostic de 140 CAV anténatal. Vous voyez que, et en plus, oui, il y a elle est un peu ancienne, et donc on a quand même 60 cariotypes anormales pour 80 cariotypes normaux. En sachant qu'on doit actuellement, avec tout ce qui est exome, trouver encore plus d'anomalies génétiques. Et vous voyez que le pourcentage de survie à 1 an, si on part d'une population fétale, il est horrible, parce qu'en fait, la plupart des cardiotypes anormaux vont avoir une interruption médicale de grossesse. Et puis, dans les syndromiques autres, on peut encore avoir d'autres interruptions médicales de grossesse, et qu'on va garder tous ceux pour lesquels il y a une poursuite de la grossesse, tout en sachant qu'on est potentiellement dans une prise en charge univentriculaire. Et donc, elle est estimée à 68%. Heureusement, on verra que si on s'attache à une population post-natale, c'est quand même bien meilleur en pronostic. Qu'est-ce qui va marquer évidemment ce pronostic? C'est le fait de savoir si on est devant un CAV isolé ou complexe, si on est dans une hétérotaxie ou un situs solitus, et enfin, si on est dans un CAV équilibré ou déséquilibré. Donc, c'est les 3 principaux facteurs. Alors, je vous dirais un mot juste de l'alignement des valves auriculo-ventriculaires. Dans la définition, je vous ai dit, on a trouvé des pièces anatomiques où un alignement était véritablement un CAV avec la jonction AV unique. Néanmoins, il y a eu toute une polémique il y a plusieurs années sous l'influence du docteur Fredouille, qui était anatomopathologiste à Marseille, pour dire que cet alignement des valves pouvait être un point d'appel de la trisomie. Mais en fait, on va voir que ce point d'appel est vraiment peu fiable, puisque vous voyez, sur ce cas, je vous ai mis, enfin, j'ai un article d'ailleurs, 3 niveaux où on peut voir notre cas de cavité. Et en fait, on peut être plus ou moins proche du diaphragme ou plus ou moins proche de l'aorte. Et c'est une très belle étude qui a repris en même temps qu'une image échographique des coupes histologiques. Et donc, vous voyez que c'est un cœur normal. Et donc, si on est à un niveau correct, on va avoir ce fameux décalage dont la norme est de 8 mm par mètre carré. Et on le voit bien en histopathologie. Et si on descend au niveau du diaphragme, finalement au niveau du sinus coronaire, les 2 valves, elles s'alignent. On n'a plus de décalage. Donc, ça peut être un peu compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un CAV où on doit avoir ce décalage au niveau aortique, on le voit bien avec les 2 petits défects. Et en histologie, c'est pareil. Mais on peut avoir un comblement de la CIV dans un niveau intermédiaire et finalement avoir un pseudo-décalage de cette valve, de cette hémivalve et antérieure et postérieure. Tout ça, donc, pour vous dire que c'est anatomiquement, c'est un mauvais signe. Et il y a eu une petite étude, bon, qui est un peu ancienne, mais qui a montré la faible sensibilité et que finalement, on pouvait avoir aussi un certain pourcentage d'alignement chez les sujets normaux et que c'était vraiment un signe d'appel mineur. Donc, il n'y a plus d'indication à proposer une amniosynthèse devant la seule présence de ce signe, soi-disant d'appel de trisomie. Même avec un très bon cardiopédiatre qui a confirmé l'alignement des valves auriculo-ventriculaires. Et puis, je vous en ai mis une quand même pour que vous voyez que c'est pas un signe facile. Si, un CAV, oui. Un alignement isolé des valves auriculo-ventriculaires dont je doute, comme sur ce... Parce que là, par exemple, sur la deuxième boucle, vous voyez que quand on arrive au niveau aortique, on a presque l'impression d'un petit désalignement. Ensuite, bien sûr, devant un CAV, avec toutes les lésions génétiques que je vous ai décrites, on fait une demande d'une amniosynthèse. On propose une amniosynthèse. Vous avez d'autres questions sur le diagnostic anténatal ? En postnatal, il va falloir refaire le diagnostic positif
parce que les fétalistes peuvent se tromper, et toujours de la même manière, affirmer la jonction AV commune, dire le type de CAV et chercher les lésions associées. Toujours la même étape. Ensuite, on va essayer de voir quel est le niveau, enfin, l'évolution et l'hémodynamique de ce CAV en fonction de ses caractéristiques anatomiques. Ensuite, il y a un autre temps préopératoire qui va être plus centré sur la valve auriculo-ventriculaire, puisque c'est là que se situe le défi chirurgical. Et il y aura aussi, bien sûr, une analyse péropératoire pour savoir si le chirurgien arrête la CEC et ferme, ou s'il faut tout refaire, parce que ça fuit encore comme un labo. Et puis, un suivi post-opératoire, puisqu'il y a un certain nombre de complications post-opératoires qu'on verra. Alors, on est en anténatal, donc je vous ai mis 2 boucles de CAV. Donc, en post-natal, la vue de choix, c'est en sous-costal, pour essayer d'avoir cette jonction auriculo-ventriculaire. Donc, vous voyez que sur cette première boucle qui passe, on a probablement une attache sur le septum et que c'est un type A. Alors, sur la deuxième boucle, que je vais vous faire passer, vous voyez le défect, il fait beaucoup plus gros, il fait comme dans les schémas de CAV. On a une double lunette et puis il n'y a rien qui s'attache. Sinon, loin sur le côté. Donc là, c'est pour vous montrer comment on diagnostique la fente. Donc, on a le septum, on a la dilatation du VD en passant, et on voit, hop, la petite fente, elle part. Il y a une attache de cette valve AV gauche sur le septum. En fait, il y a l'hémivalve antérieure, l'hémivalve postérieure, et hop, se dirige à travers le septum. Et sur cette vue, on voit très bien la valve AV commune, la petite attache sur le septum, et l'aorte en col de cygne, qui est loin et longue. Donc, vous avez fait certains diagnostics. Donc, dans les tableaux cliniques, après, je vais vous reprendre plusieurs types de CAV avec la boucle anatomique, la boucle hémodynamique et le tableau qu'on attend. Donc, le tableau qu'on attend, il y en a toute une diversité en fonction du type de CAV. Donc, si vous avez, en fonction du type de shunt au niveau et en fonction de l'évolution des pressions pulmonaires et des résistances vasculaires pulmonaires, et enfin, en fonction de la dysfonction de la valve. Donc, ça va de l'insuffisance cardiaque qui peut aller jusqu'au collapsus dans les premières semaines de vie, si la valve est très malade, par exemple, à certains tableaux plus rares de cyanose et un peu plus tardifs, à toute la cohorte de l'insuffisance cardiaque du nourrisson, les troubles respiratoires, les difficultés d'alimentation, de croissance pondérale, etc. La tachycardie. Et puis, on a quelques CAV qui vont être diagnostiqués sur un souffle isolé. Alors, pour analyser le shunt, je vous ai schématisé les différents niveaux de shunt, donc ce qu'on a bien compris, interauriculaire, interventriculaire, et puis la fuite de la valve AV gauche, dont la plus souvent la direction est vers l'oreillette droite, mais on peut aussi avoir une fuite du VG vers l'OG et du VD vers l'OD. Et ensuite, on peut aussi avoir une fuite de la valve AV droite qui va vers l'oreillette gauche. Vous allez donc regarder toutes les conséquences de ces différents niveaux de shunt, à savoir la surcharge volumique, la fonction ventriculaire, l'hyperdébit pulmonaire, l'hypodébit systémique et le degré d'HTAP et d'HTVD. Vous allez calculer un QPQS, mesurer la taille des défects, la taille des cavités, le niveau de la régurgitation et le degré de l'HTAP. Juste un petit mot, on le reverra. Mesurer le degré de l'HTAP, c'est pas souvent facile dans le CAV, même dans les opérateurs les plus entraînés, puisque vous allez avoir souvent une contamination de l'insuffisance de la valve AV droite qui est là, avec cette fameuse fuite par la fente ou par un autre mécanisme du VG vers l'OD. Donc, vous pouvez conclure à une HTAP qui n'est pas une HTAP. Donc, il faut céder de la courbure septale. Et là aussi, avec une surcharge volumique du ventricule droit, ce n'est pas toujours évident. Donc, on va opposer 2 tableaux cliniques un peu caractéristiques. Le premier, c'est celui du CAV complet du nourrisson.
nourrisson de 1 mois qui va être en insuffisance cardiaque congestive, avec tous les signes que vous connaissez, j'imagine, qu'on vous a décrit dans la CIV, hein, c'est la même, sauf que là, il y a un double shunt et en plus, il y a une fuite de la valve auriculo-ventriculaire parfois qui contribue à la surcharge biventriculaire. Et puis à l'inverse, le CAV partiel, que vous verrez plus chez un enfant entre 2 et 4 ans, qui généralement est très peu symptomatique. Parfois, si là encore le défect est un peu large et surtout si on a une fuite de cette valve AV gauche importante, ce qui est parfois le cas et même souvent le cas dans les CAV partiels, la symptomatologie peut être un peu plus importante que devant une CIA simple, avec à minima une tachycardie et parfois quelques troubles respiratoires. Un petit mot sur l'électro, vous savez qu'il y a un axe gauche, donc en D1, AVL, du fait de la déviation des voies de conduction qu'on a vu tout à l'heure dans l'anatomie. Un petit exemple de radiographie thoracique avec une cardiomégalie et un hyperdébit pulmonaire. On va tout de suite aller à l'échographie parce que quand même c'est ce qui nous intéresse. Donc en image arrêtée, vous voyez comment on peut mesurer la taille du défect en systole ou en diastole, en couleur ou en bidimensionnel. Et on y va. Alors, on va commencer toujours la boucle de ce côté-là qui est en bidimensionnel. Donc, vous voulez participer ou je continue? 2 ventricules. Équilibrés? OK. Une valve commune. Les attaches de cette valve sur la crête. On est devant un type A. Oui, bon, en plus, je l'ai marqué, mais enfin bon, vous pouvez regarder sans regarder. Regardez que les images. Et donc, une CIA de type ostium primum, on est d'accord qui est là? Elle est comment? De taille intermédiaire. Elle n'est pas majeure, elle n'est pas toute petite. Et au niveau de la couleur, même si j'aurais pu la régler un peu mieux, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de change là, hein, entre les 2 ventricules, avec ce cordage au milieu, et il n'y a pas beaucoup de fuite. Donc, vous avez 2 questions à vous poser. Probablement qu'on va être devant un CAV qui va évoluer vers un CAV intermédiaire avec une CAV restrictive. Mais si il a 3 jours de vie, cet enfant, vous devez quand même vous poser la question d'une HTAP et d'une évolution décalée ou qui se fera peut-être jamais, hein, des pressions pulmonaires et qui sous-estime le shunt. Donc, toujours savoir à quel moment on va diagnostiquer. Et donc, en fait, à chaque fois, je vous mets dans un second temps et quand vous aurez le diaporama, vous aurez directement l'évolution et le diagnostic. Donc, c'était un enfant trisomique 21 qui a en fait développé très peu de signes d'insuffisance cardiaque, mais qui avait une hypertension artérielle pulmonaire quasiment ISO en pré-op et qu'on a opéré à 4 mois et qui a très bien évolué. L'HTAP, vous avez été obligé de le diagnostiquer en faisant un cathéter? Non, pour cet enfant, on n'a pas fait de cathétérisme cardiaque parce qu'il avait quand même des petits signes d'insuffisance cardiaque et qu'on l'a opéré assez précocement et qu'il n'avait pas de déséquilibre des cavités et pas d'éléments d'hypertension artérielle pulmonaire sévère à l'échographie. Mais quand on doute, ça peut arriver qu'on fasse un cathétérisme cardiaque. Par exemple, chez un enfant trisomique 21 qui n'a aucun signe, qui grossit trop bien avec un CAV qui devrait lui donner beaucoup de signes. Je vais y revenir. Merci. Mais le cathétérisme n'est plus systématique chez un enfant trisomique 21 qui a un CAV complet avec hyperdébit et hypertension artérielle pulmonaire à l'évidence d'hyperdébit. Alors là, vous avez... alors on va reprendre notre boucle là. On a 2 ventricules équilibrés. Oui. Une valve AV commune. Et là, la CIV, on n'a pas l'impression qu'il y ait de cordage qui aille directement vraiment vers la crête, mais plutôt qui tourne par là, du côté ventriculaire. Et puis au niveau de la CIA, il y a probablement un bout de septum avec une CIA de type ostium primum large. Et en fait, si on tourne, on voit qu'on a l'extension de cette communication interventriculaire vers la voie d'éjection à droite. Et donc, c'est une CIV qui est très importante. Donc, vous pensez qu'il va évoluer vers l'insuffisance cardiaque, ce bébé?
En tout cas, vous allez le surveiller parce qu'on peut se demander s'il va pas y avoir un shunt très important au niveau ventriculaire. Donc, ils se mettent en hyperdébit. Tout dépend de l'évolution de ces pressions pulmonaires. S'il développe juste une HTAP par l'hyperdébit, il aura des signes d'insuffisance cardiaque, alors que si c'est des résistances vasculaires qui ne baissent pas et qui sont plus ou moins fixées, il n'aura aucun signe d'insuffisance cardiaque. Et donc, c'était un enfant trisomie 21 qui, en fait, a eu une insuffisance cardiaque modérée, qui a été opéré et qui, lui, a gardé une hypertension artérielle pulmonaire infrasystémique pendant quelques mois après la chirurgie. Alors, on est chez un enfant, un nourrisson un peu plus grand. Donc, la première boucle, vous voyez qu'on a deux ventricules équilibrés, les cordages. Ça vous fait penser à quelque chose? À la pièce anatomique qu'on avait vue au début, avec des petits cordages qui vont juste à côté de la crête. Bon, on peut être dans un intermédiaire entre le A et le B, mais on peut quand même l'appeler B. Peu importe, cette CIV, elle va devenir restrictive. Et ça a mis un peu de temps, parce que le cordage, on peut se dire peut-être parce que le cordage n'est pas directement sur la crête. Et en fait, c'est un nourrisson au début qui a eu un peu de mal à grossir, un peu dyspnéique. Et puis, avec un peu de Lasix, finalement, il est arrivé à l'âge de 1 an et sans aucun signe d'insuffisance cardiaque après arrêt du Lasix. Et la communication interventriculaire, vous voyez, même si on devine un tout petit shunt à travers le cordage, qui fait presque un anévrisme comme dans les CIV périmembraneuses, il n'y avait plus de shunt significatif et on a pu l'opérer à l'âge de 4 ans. Parce que la CIA, par contre, c'est pas fermé. Alors, on va passer à des cas où on regarde un petit peu plus la valve auriculo-ventriculaire pour faire un petit peu le catalogue, l'état des lieux de ce qu'on peut voir au niveau de cette valve auriculo-ventriculaire. Toujours le BIDI, donc vous voyez, là, la CIV, elle était peut-être intermédiaire, mais elle est toute petite. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la plupart des cas que je vous montre en post-natal. Je vous ai mis les échos anténatales. Donc, vous pouvez les retrouver. Donc, une CIA de type ostium primum qui n'est pas large, qui est plutôt petite. Et si on regarde la valve, c'est intéressant parce que vous avez les 3 points de fuite décrits sur les schémas. Complètement sur la valve AV droite, la fuite qu'on pourrait dire tricuspide, là. Ensuite, on a le flux entre le ventricule gauche, qui passe là et qui va vers l'oreillette droite. Et ensuite, on a le flux VGOG. Donc, elles sont là. Elles ne sont pas majeures. Hop, vous avez l'aile de papillon. Donc, en fait, cet enfant, on ne l'a pas opéré la première année de vie. On l'a opéré vers l'âge de 3 ans. Et comme il y avait quand même un petit peu d'hyperdébit, mais plus du fait des 3 points de fuite, plus que sur la taille du shunt interauriculaire, il avait une petite tachycardie quand même sur les différentes consultations. Donc, si on s'arrête là sur ces formes un peu caricaturales de CAV, ce qu'il faut se dire, on voit très mal en noir, c'est que de la taille du défect va dépendre de l'importance du shunt et finalement du QPQS, et qu'en fait, un nourrisson avec un CAV complet, s'il développe un shunt à travers ce CAV complet, il doit être en insuffisance cardiaque. Sinon, il faut se poser des questions. Et c'est toujours l'arrière-pensée de l'HTAP. À l'inverse, si vous avez un nourrisson avec un CAV partiel et un petit shunt interauriculaire, il ne doit pas être en HTAP. Et s'il est, il faut chercher autre chose. Et autre chose qui peut être autre chose que le CAV, comme un séquestre ou une fistule AV pulmonaire. Donc, il ne faut pas hésiter à demander un scanner. Et que le troisième message, je dirais, c'est attention au trisomie 21. En effet, j'ai eu la question du cathé, même si on fait assez peu souvent un cathétérisme cardiaque pré-op, on a décrit des trisomies 21 qui évoluent vers des résistances vasculaires fixées avec un CAV. Donc, il faut être probablement encore plus rapide chez le trisomie 21.
Alors, c'est une bonne question. On peut la proposer, en particulier s'il est déséquilibré. Bien sûr, c'est une dysmorphie, mais ça, finalement, c'est le diagnostic de toute anomalie extracardiaque. Sur le CAV lui-même, faut le proposer dans les hétérotaxies, dans certains types de syndromes qui évoquent une génétique. En 2022, on ne propose pas un exome à tout CAV. Alors, on va continuer dans la sévérité de nos dysfonctions auriculo-ventriculaires. Alors, ça ressemble un peu au dernier que je vous ai montré. On a un ventricule gauche qui est peut-être un petit peu plus petit que ceux qu'on a vus avant. Un petit déséquilibre. Une CUV qui n'est pas significative, une CIA qui est un peu plus large, mais surtout au niveau de cette valve AV unique, vous voyez que les 3 points de fuite, cette fois-ci, ce n'est pas tout à fait les mêmes que tout à l'heure. Même si sur un CAV, vous ne faites pas beaucoup de PISA, sur un nourrisson, mais on voit que la fuite de la valve AV droite, ce n'est pas une petite fuite tricuspide où on essaye de mesurer la pression droite. C'est un bon flux de régurgitation. De la même manière, ce flux qui part du ventricule gauche et qui va dans l'oreillette droite, vous voyez que si vous mesurez juste le défaut, ce qu'on pourrait appeler un défaut de coaptation, qui est en fait ce qu'on voit entre les deux hémivalves, donc c'est truqué puisque là vous êtes dans une vue comme ça, donc probablement qu'elle s'étend beaucoup plus si on regardait par-dessus. Mais déjà, le diamètre de cette fuite à l'origine sur les deux hémivalves, il est beaucoup plus important que sur le dernier. Et puis, on a en plus un flux qui n'est pas négligeable, qui en fait part du même endroit et qui va vers l'oreillette gauche. Et ce qui est intéressant dans la définition anatomique, c'est que vous voyez que le flux de la fente, la fuite de la fente, elle va préférentiellement vers l'oreillette droite. Pourquoi? Parce qu'on a un mal-alignement de ce septum interauriculaire. Donc, elle a du mal à aller vers la petite oreillette gauche qui est décalée par le septum interauriculaire mal aligné. Donc, cet enfant, contrairement à l'autre, il a développé une insuffisance cardiaque congestive. Et ce qui était intéressant, c'était dans ce tableau, c'était pas la dyspnée qui prédominait, c'était la pâleur. En fait, il avait plus d'hypodébie systémique que d'hyperdébie pulmonaire. Et donc, vous verrez dans ces tableaux d'insuffisance cardiaque, il y a un petit peu ces deux aspects et qui sont particulièrement illustrés suivant le type de CAV, suivant l'importance et le type de la fuite de la valve auriculo-ventriculaire. Et on l'a opéré, lui, à moins de 6 mois. Alors, là, vous voyez que c'est un peu le même cas, mais le ventricule gauche, il est moins petit, il est moins recroquevillé, donc il doit être mieux rempli. Et d'ailleurs, finalement, on a moins de fuite. On n'a que la fente, et la fente, elle va du ventricule gauche, la fuite sur la fente, et hop, elle part des deux côtés de l'oreillette. Ce qui est intéressant, c'est que ce septum interauriculaire est mieux aligné ou moins mal aligné que dans le cas précédent. Et donc, cet enfant, il a été très bien, il n'avait pas d'insuffisance cardiaque, on l'a opéré à 3 ans. Pardon. Donc là, c'est un dernier cas pour vous montrer qu'on peut tout voir sur ces fuites et que ça nécessite à la fois une analyse échographique, hémodynamique précise et qu'il faut toujours s'appuyer sur la clinique, même si je vous la donne après pour vous donner un peu toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir en regardant l'échographie. Parce que vous êtes devant un nourrisson ou un nouveau-né qui a 1 semaine de vie, faites le diagnostic, vous voyez ça, et il va bien falloir se dire, un peu comme en anténatal, qu'est-ce qui va arriver et comment je vais le surveiller. Et donc là, on voit que cette fuite sur la fente, il y a un flux significatif puisqu'il va dans l'oreillette droite jusqu'au toit de l'oreillette droite et un deuxième flux sur une valve qui va vers l'oreillette gauche. Et du fait de ce déséquilibre, on voit que le ventricule gauche a du mal à se remplir. On l'a opéré un peu plus tard que le précédent parce que finalement, probablement que cette fuite était moins importante en termes d'hyperdébit ou mieux supportée parce qu'on avait un nourrisson qui avait arrivé à grossir, mais que l'hypodébie systémique nous a fait opérer relativement tôt un CAV partiel.
Alors là, je vous montre un cas qui était c'est un bébé qui avait une hétérotaxie, une polydactylie axiale, donc un 6e doigt, et qui en fait s'est présenté cyanosé à 3 jours de vie. Et vous n'avez pas trouvé le compte rendu anténatal parce qu'il n'est pas arrivé dans DXK. Alors, au niveau des ventricules, on va dire ils sont pas mal. Hein. On les voit pas bien, mais ils sont bien. On peut dire qu'on a une valve AV commune. Et puis, j'aurais dû vous mettre du bidimensionnel, mais j'en ai pas mis. Alors, on va essayer de voir en dessous des fuites. On le voit peut-être mieux là. On a une large oreillette unique. Et dans cette oreillette unique, vous avez des flux de régurgitation qui viennent des 2 côtés et qui sont vraiment significatifs. Donc, on peut comprendre qu'il y a un mixing qui se passe d'un côté ou de l'autre et qu'il y ait un certain degré de cyanose. Et puis, en fait, c'est dans une hétérotaxie. Donc, dans une hétérotaxie, il faut regarder les retours veineux systémiques. Parce qu'on a souvent des anomalies des retours veineux systémiques dans les hétérotaxies. Et là, vous avez une veine cave supérieure gauche, que vous voyez arriver là, qui se draine directement dans ce massif auriculaire. Donc, elle avait 70% de statut. Ah oui. Et on l'a opérée à l'âge de 1 an. Et vous la reverrez au cours de ce diaporama, parce qu'elle a fait des complications. Alors, cet enfant a un autre enfant qui est grand et qui, en fait, a 3 ans. Et jusqu'avant, elle s'était bien comportée, pas de signe d'insuffisance cardiaque dans le premier âge. Elle a donc un CAV qu'on voit pas mal ici. On a une CIA de type ostium primum. On a peu ou pas de fuite de la valve AV gauche. On a une fuite de la valve AV droite. Et au niveau interventriculaire, on a ce pseudo-anébrisme qui est en fait un cordage qui arrive du côté droit du septum. Là, c'est un beau type B. Et qui s'est comporté finalement, lui aussi, comme un CAV intermédiaire. Et sur cette boucle-là où on tourne, on est un petit peu plus en parasténal petit axe, puisque vous avez l'aorte là, et puis on voit arriver après la voie pulmonaire, ici. On voit que cette fuite de la valve AV droite, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle passe par la CIA. Donc, cet enfant, en fait, à l'âge de 3 ans, il s'est mis à désaturer aux efforts. Et donc, on l'a opéré à l'âge de 3 ans. Et je finirai par, dans ces tableaux post-nataux, par une fuite isolée. Et vous voyez que cette fuite, elle appartient bien au CAV et elle se dirige vers le septum. Et qu'à ce moment-là, la prise en charge, ça va être la surveillance d'une fuite mitrale isolée, puisqu'il n'y a pas de shunt. Et donc, on l'a opéré, tiens, je n'ai pas marqué, mais vers l'âge de 6 ans. Alors là, je vous ai mis deux flux pour vous montrer la différence en échographie d'un flux de fente isolée et un flux de fente le flux de la fente antérieure, il est là, et il est très décalé, alors que le flux de la fente du CAV, il est moins décalé et plus central, plus proche du septum. Certaines équipes ont bien décrit l'échographie 3D pour essayer d'évaluer déjà l'asymétrie ou la symétrie de tous ces feuillets de la valve AV gauche. Peu importe. Donc, on va arriver au CAV déséquilibré. Donc, on va passer en revue un peu tous les index qui ont essayé d'être développés pour essayer de caractériser ce CAV déséquilibré et finalement de savoir si on va partir, l'intérêt c'est de savoir si on va partir dans du biventriculaire ou de l'univentriculaire. Donc un des premiers indices, c'est la taille de cet angle entre le septum et l'anneau de la valve AV droite et l'attache de la valve AV gauche
du côté latéral. Et vous voyez que plus il est aigu, plus le CAV va être déséquilibré, en particulier du côté gauche. Bien sûr, on peut essayer, il y a des index plus classiques et on va revoir l'importance de tous ces index. Donc, le premier qui a été développé, c'est ce qu'on appelle l'AVVI ou le MAVVI. En fait, c'est une surface. Donc, on va rapporter la surface de la valve AV gauche à la surface totale de la valve auriculo-ventriculaire. Et donc, ça, c'est le nouvel AVVI. Parce qu'avant, ils faisaient valve AV gauche, valve AV droite. Mais il faut retenir valve AV gauche sur valve complète. Et on va voir un petit peu au-dessus de 0,4, on est tranquille à peu près. Généralement, s'il n'y a pas de chose qui évolue mal, on va plutôt s'orienter vers du biventriculaire. Et en dessous de 0,2, on va plutôt s'orienter vers de l'uni. Et puis entre 0,2 et 0,4, c'est la zone grise, parce qu'il en faut toujours une. Et c'est probablement pour ça qu'on a essayé d'inventer d'autres index. Donc là, ils ont repris l'angle, le fameux angle. Et puis, il y en a un dont on parle pas mal, qui est l'index du flux de remplissage du ventricule gauche. Et en fait, on va mesurer en couleur l'endroit le plus petit qui remplit le flux ventriculaire gauche et le rapporter à l'anneau. Et avec tout ça, certains ont trouvé que ça suffisait pas et qu'il fallait en plus essayer d'intégrer la taille de la communication interventriculaire pour essayer de savoir où on allait voir. Et donc, je vous ai mis un flowchart d'une étude qui a essayé donc de partir de ce canal atrioventriculaire déséquilibré. Donc, vous voyez, moins de 0,2, on est vers l'uni. 0,2 à 0,4, c'est la zone grise. Et si plus l'index de la CIV est par rapport à la valve auriculo-ventriculaire est faible, plus on s'oriente vers le biventriculaire. Alors, je vais vous montrer des exemples parce que rien ne vaut la visualisation d'échographie. Et puis après, au début, on essaye de faire les index. Puis si on veut publier, on fait des index. Et puis ça finit toujours en staff où tout le monde discute pendant longtemps pour savoir dans la zone grise si on va s'orienter vers du bi ou de l'uni. Et puis ça dépend aussi de la prise de risque que veulent prendre les parents par rapport au projet qu'ils ont. Donc, on va commencer par des déséquilibrés gauche. Et pour mémoire, l'écho, elle n'est pas très bonne, mais je la mets toujours parce que c'est une enfant que j'ai suivie et qui est en anténatal. C'est le premier déséquilibre gauche que je vous ai montré. Donc, en postnatal, on confirme que c'est un CAV partiel, qu'il n'y a pas de CIV, que ce ventricule gauche, il est bien aplati, il va tout juste à la pointe qui est là, mais qui se remplit. Donc, la valve AV, elle n'est pas extraordinaire. Et donc, cet enfant, elle a fait... Ah, je n'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Elle a fait une coarctation à l'âge de 3 semaines. C'est ça, la raison. Tu changes peut-être les diapos, on fait ça avec le pot, c'est pas ? Oui. Donc j'en étais à donc elle a fait une coarctation et ensuite elle a fait une pathologie de la valve AV gauche de type rétrécissement mitral sévère. Donc on n'était pas très confiants, on a été contente quand elle a fait sa coarctation et après l'évolution a quand même été assez défavorable sur un remplacement valvulaire de la valve AV gauche. Donc là pour vous montrer un autre déséquilibre et c'est le dernier que je vous ai montré en anténatal. Et vous voyez qu'à la naissance, on confirme la petite voie gauche, le VG est pas si mal. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait tout de suite une coarctation. Donc, elle a été réparée en 2 temps. On a fait la réparation de la coarctation. Et ensuite, elle a été opérée de son CAV partiel à l'âge de 4 mois, je crois. Avec un bon résultat. Donc, ça, c'était pour vous montrer comment on peut analyser, c'est la même enfant que juste avant, la valve AV. Et vous voyez qu'en sous-costal, on est pas mal chez le bébé. Et on voit que finalement,
le composant de la valve AV gauche qui est là, par rapport au composant, il n'est pas si mal. Enfin, on a un certain équilibre entre le composant droit et le composant gauche. Et donc, ça, c'est la publique qui montrait comment on mesure les airs. Et je finirai sur ce CAV dominant droit, qui, lui, vous voyez que le VG, finalement, au-delà des mesures, il ne se remplit pas. Et donc, lui, il a fini en univentriculaire. Et je finirai juste sur celui-là quand même, qui est un dominant gauche, donc c'est moins courant. Et vous voyez que l'hypoplasie du ventricule droit, elle est relative. En fait, l'anneau tricuspide, entre guillemets, il est de bonne taille, et c'est la pointe de VD qui est tronquée. Et là, on le voit bien. Et donc, on peut se demander, c'était demandé en anténatal si on ferait deux ventricules ou un ventricule et demi, et on a fait du 2 ventricules. Bon, on va reprendre et donc on va finir la dernière demi-heure sur la chirurgie du CAV. Donc, vous voyez que en fonction du type de CAV, l'indication peut être plus ou moins précoce, comme vous l'avez vu sur les différents exemples. Donc, on va partir du CAV complet pour lequel l'indication est entre 3 et 6 mois en fonction du QS et en fonction de la fuite mitrale. À l'inverse, si le CAV est partiel, on verra que l'indication peut être entre 1 et 4 ans en fonction du QPQS et toujours de l'intensité de la fuite mitrale, entre guillemets. Et qu'entre les deux, vous avez le CAV intermédiaire. Et vous avez vu que là encore, c'était l'importance de la fuite de la valve AV qui allait le plus souvent nous dicter le délai chirurgical. Alors pour le CAV complet, il y a 3 techniques qui ont été utilisées. Celle dite de Rastelli avec un seul patch, celle du double patch et celle du simple patch modifié, chère aux Australiens. Alors la technique de un seul patch, donc vous voyez les différentes technique, finalement, on va partir de l'oreillette pour essayer de remonter et d'attacher avec un autre patch qui est généralement fait de matériel synthétique, la composante ventriculaire avec le plus souvent, comme vous le voyez, fermeture de la fente du côté gauche et parfois un peu du côté droit. Alors, la technique dont on parle le plus, qui est celle du patch, du simple patch modifié ou technique de Nunn, elle s'adresse, je vous ai mis un schéma, en fait, il ne va plus y avoir de patch sur la composante ventriculaire et on va attacher la valve sur la composante ventriculaire. On va créer presque un CAV transitionnel et elle est intéressante parce qu'elle peut être plus facilement réalisée chez des petits poids, mais elle ne peut s'adresser que si la CIV est relativement petite. Au début, ils avaient dit 10-15, mais je pense qu'ils ont été un peu enthousiastes. Bon, là, c'était dans l'article Princeps, on voyait que le taux de réintervention et de complications rythmiques était environ le même. Et vous voyez qu'en tout cas, sur le pourcentage de survie, c'est le même. Là, c'est le dernier article des Australiens que je vous ai repris. Donc, ils sont très contents. Ils ont pris des doubles patchs, des simples patchs modifiés. Dans certaines séries, ils ont même fait des scores de propension pour essayer de comparer deux populations qui étaient les mêmes, puisqu'après, ils ont essayé de voir s'il y avait plus de mortalité pour des petits poids ou si on opérait plutôt des nourrissons en insuffisance cardiaque. Finalement, il y a peu de différence de survie.
L'autre chose importante en chirurgie, c'est cette fameuse valve auriculo-ventriculaire. Donc là, le chirurgien va avoir besoin d'une évaluation extrêmement précise par le cardiopédiatre et l'échographiste de cette valve auriculo-ventriculaire pour savoir si il a le droit de faire une fermeture complète de la fente, ce qui est généralement recommandé, mais qui n'est possible que si le pilier mural, par exemple, est suffisant. S'il a besoin de faire une annuloplastie ou d'autres gestes de plastie, donc on va y revenir un peu. Donc il y a deux choses très importantes à regarder sur la valve AV gauche. C'est d'abord la position des piliers. Donc ces piliers, dans le CAV, ils sont décrits pour être rapprochés avec un angle plus aigu. Et vous voyez que plus cet angle va être aigu, probablement, plus la valve murale de la composante gauche va être petite et va pouvoir rendre plus difficile la fermeture de la fente en fonction de ça. Et l'autre chose importante, c'est à regarder, c'est la longueur des cordages. Et là, c'est un peu moins facile d'ailleurs que les piliers. Et cette longueur des cordages, elle va jouer plus, non pas sur une insuffisance, une régurgitation résiduelle, mais sur un rétrécissement mitral éventuellement résiduel. Donc, c'est deux éléments sur lesquels le chirurgien va devoir faire certains gestes et qu'il faut savoir analyser de façon extrêmement précise. Alors, le chirurgien, il doit assurer ces différents principes que j'ai emprunté à Loïc Massé, qui était vraiment un chirurgien extraordinaire sur le CAV. Il faut qu'il vérifie s'il a besoin de faire une plastie avec en cas d'insuffisance de tissu, comment il va fermer cette fameuse fente en fonction des piliers. Et essayer de ne pas favoriser des équilibres ventriculaires si il existe préalablement. Je vais passer, c'est un principe de Massé qui est un peu tiré par les cheveux. Sur le CAV partiel, il faut savoir qu'on a un risque qui est probablement majoré de réintervention sur la valve auriculo-ventriculaire en cas de CAV partiel, justement parce qu'elle est souvent plus déséquilibrée, avec des piliers plus resserrés, et elle nécessite plus souvent une plastie valvulaire avec une extension valvulaire que vous voyez sur ce schéma chirurgical. Donc, si on regarde les différents facteurs pronostiques d'une réussite de chirurgie ou d'une lésion résiduelle qui nécessitera ensuite une réintervention, ce sont évidemment sur la valve AV le taux de régurgitation préalable. Plus elle est importante, plus les dégâts et le manque de tissu va être évident, plus on aura besoin de faire une plastie ou une extension de tissu, plus ça sera compliqué. Et si en plus on a un déséquilibre ventriculaire et que cette valve auriculo-ventriculaire gauche est plus petite, avec toujours ces petits piliers resserrés, le composant mural hypoplasique, ça va être compliqué et on aura plus de réinterventions qui ont été estimées à 15%. Alors, je vous montre juste une des particularités de la valve AV gauche qui peut être de compliquer le geste chirurgical, c'est la valve AV gauche à un double orifice. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui peut être assez fréquent dans le CAV. On a l'orifice principal qui est là et on a un orifice accessoire ici qui est antérieur et qui est plus petit. Donc, j'enlève ma main et comme ça vous permet de les voir. Hop, là et là. Donc, c'est quelque chose qui est assez classique dans le CAV. Là, c'est une vidéo de Dominique Métras qui montre comment le chirurgien ferme une fente. Donc, je vous la laisserai la regarder, mais on a une fente devant nous là et on voit ce que c'est, on voit comment on la ferme. Donc, c'est magnifique. Alors, je vais vous montrer un peu toujours en boucle, écho, comment analyser cette valve AV pour le chirurgien. Donc, là, c'était un petit nourrisson qui a été opéré et vous voyez que elle a sur la valve AV gauche où on est centré des cordages courts et un pilier fusionné presque avec des
on voit dans la vue en 2 vues qu'on a un seul pilier, en fait. C'est l'équivalent d'une valve mitrale en parachute. Là aussi, ça arrive dans le CAV. Et donc, on est très inquiet sur un RM résiduel. Il y en avait un avant la chirurgie, en plus de la fuite sur la fente, mais on se demande comment le chirurgien va faire. Donc, on a un seul pilier, donc l'angle, il est au minimum, puisque donc probablement qu'il faudra rajouter du tissu, parce qu'avec un seul pilier, le mural, là, on arrive à peine à le voir. Et probablement qu'il faudra faire quelque chose sur ces cordages pour libérer un peu cette valve à veille gauche et l'opérer. Donc, à chaque fois, je vous ai mis en deuxième, tout à l'heure, je vous ai mis la clinique, et là, je vous mets le compte-rendu opératoire pour que vous puissiez regarder ce que le chirurgien a fait. Et finalement, il a fait une plastie de la valve auriculo-ventriculaire gauche, il a pu fermer la fente, et il a fait une suture sur la composant murale, et il a dû cliver le pilier. Donc, il est intervenu à tous les étages de cette valve à veille gauche, et en plus, il a dû intervenir sur la valve à veille droite, mais que vous voyez moins bien sur ma vidéo. Le résultat, c'est super, vous voyez, on garde une fuite, mais ça, c'est pas grave. À partir du moment où vous avez une fuite modérée et pas de RM, on est content. Et là aussi, bon, j'ai mis l'écho 3D pour vous montrer qu'on est content du résultat de la fermeture et de l'ouverture de cette valve qu'on voit ici en tout petit et qui est satisfaisant. Bon, donc une autre. Donc là, c'est une autre post-opératoire, un autre compte-rendu où on voyait bien comment le chirurgien doit être mesuré aussi, une fois qu'il a réparé la valve, l'ouverture de cette valve à veille gauche, et qu'il y a des Z-scores qu'il va établir en fonction de l'âge, du poids de l'enfant qu'il opère. Donc, sur un autre bébé qu'on a vu en hémodynamique et en tableau clinique. Donc là, on voit que ce ventricule gauche, il était déséquilibré, donc ça va probablement nous compliquer un peu l'affaire. Que là aussi, on a une asymétrie des 2 piliers avec un tout petit qui est collé derrière, et que les cordages sont un peu mieux que tout à l'heure, un peu plus long, mais reste quand même. On voit que cette valve à veille gauche, elle est attirée par ces piliers, et avec des cordages qui sont probablement restrictifs. Et là, on peut se demander sur l'échographie 3D si on n'a pas un petit orifice derrière complémentaire. Donc, en effet, le diagnostic qui est donné par le chirurgien, c'est celui d'une dominance droite avec un double orifice de la valve AV. Et vous verrez qu'il a donc réparé bien sûr le septum primum, et ensuite réparé la valve en lui laissant. Et là, on voit extrêmement bien, même s'il y a des échos. Vous voyez, la suture de la fente, elle est là. Et on voit que quand cette valve se ferme, c'est quasiment étanche. D'ailleurs, il y a une toute petite fuite. Le résultat est absolument magnifique. Alors que la valve n'était pas très réjouissante en pré-chirurgical. Et vous avez le compte-rendu de Loïc Massé. Sur les résultats, donc une étude de 2010, un peu ancienne, mais j'ai regardé dans les dernières sorties, c'est à peu près les mêmes pourcentages. Une mortalité hospitalière à 8% et une mortalité à 15 ans à 89%, ce qui est quand même pas mal. Les facteurs de risque, c'est si on a été opéré avant les années 2000 ou après les années 2000, et si on a été opéré assez tôt, plutôt dans la première année de vie. Et sur cette étude chirurgicale en population, les facteurs retenus de mauvais pronostic, c'était inférieur à 3 mois, le CAV complexe, c'est la régurgitation ou la dysfonction de la valve AV. Bon, rien de très innovant.
Vous voyez, oui, avant 2004 et après 2004, c'est quand même extraordinaire. Hein. Les chirurgiens ont fait des progrès et que la trisomie 21, c'est pas un facteur de mauvais pronostic, puisqu'on a vu qu'ils avaient des CAV certes complets, mais sans dysfonction importante de la valve AV, et qu'ils n'ont pas plus de réintervention, sinon moins, mais qu'ils ont une prédisposition à un bloc auriculo-ventriculaire tardif, d'où les éléments de surveillance. Alors, un petit mot sur le CAV partiel. Il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle, même si les dernières études essayent de conclure sur l'âge. Alors, on pourrait se dire un CAV partiel, s'il n'y a pas de fuite importante de la valve AV gauche, on va l'opérer comme une CIA. Le fait que ça soit sur un CAV et qu'il y ait obligatoirement une fuite a conduit sur la clinique et sur un postulat que cette fuite devait augmenter la dysplasie de cette valve auriculo-ventriculaire gauche et faire des lésions surajoutées, nous a conduit à essayer de rapprocher cet âge chirurgical. Mais finalement, dans les dernières études, c'est quand même l'âge préscolaire, 3-4 ans, qui est retenu, sauf si nécessité clinique, bien sûr. Mais sinon, il y aurait finalement peut-être pas plus de taux de réintervention, comme vous voyez sur ce schéma, mais quand même une survie un peu moins importante pour ceux qui ont été opérés plus tôt. Et puis, ça, c'est une autre étude de Burato qui a montré qu'en fait, il y avait quand même un taux de réintervention un peu plus important contrairement aux autres, chez ceux qui étaient opérés à moins d'1 an, ou autour d'1 an, par rapport à ceux qu'on opérait à 3-4 ans. Et là encore, ils ont fait des scores de propensité pour voir si c'était la même population. Et même quand ils utilisent ces scores de propensité, les résultats sont un peu moins bons quand on opère plus précocement. Donc, on va garder cet âge, 3-4 ans. Un mot sur le CAV coarctation. Donc là, c'est aussi cyclique. Vous le verrez dans beaucoup de domaines en cardiopathie congénitale. Pendant 10 ans, on dit que quelque chose est mieux. Pendant 10 ans, les 10 ans d'après, on change et puis on y revient. Donc, il y a plus de 10 ans, moi, j'ai vu des enfants opérés dans un temps de CAV coarctation avec très bons résultats, mais une expérience personnelle, ça suffit pas. Et ce qui est conseillé actuellement, c'est une chirurgie en 2 temps, avec un taux de réintervention et une mortalité qui serait augmenté si on le fait en 1 temps. Alors, dans les lésions associées, il y a une autre situation qui fait pas tout à fait consensus, mais on va en retenir un pour le cours. C'est la place du cerclage comme alternative à une chirurgie néonatale ou précoce. Évidemment, on s'en sert lorsqu'on pense qu'on va arriver à une chirurgie biventriculaire, ou en tout cas, on étudie plus cela. En fait, le problème du cerclage, ça a été longtemps décrit comme favorisant les lésions de cette valve auriculo-ventriculaire de type CAV qui va lutter contre un obstacle sur une valve anormale. Et puis, on s'est aperçu que finalement, si on ne laissait pas trop de temps entre la mise en place du cerclage et la chirurgie correctrice, ce cerclage avait peu d'effet, contrairement à ce qu'on craignait sur la valve auriculo-ventriculaire. Et là encore, c'est discuté. Une particularité, il y a quand même des adultes qui sont des humains qui sont arrivés à l'âge adulte sans qu'on opère ce CAV partiel. D'abord parce que la valve fuyait peu, ou que le CAV était, la CIA de type osteoprimum était de petite taille. Et donc, le QPQS était inférieur à 2 et on les a jamais opérés. Donc, si un patient devient symptomatique à l'âge adulte, c'est souvent que la fuite de la valve AV a évolué vers une fuite modérée ou significative et qu'à ce moment-là, ils ont augmenté leur surcharge et leur QPQS et qu'ils vont se retrouver devant une indication opératoire qu'il faut savoir retenir, car le risque à ce moment-là d'avoir un trouble du rythme supraventriculaire, vous voyez, augmente fortement avec les années. Et donc là, je vous ai mis un exemple de boucle d'un adulte, vous voyez, qui avait en fait une CIV qui s'était fermée par le petit cordage sur la crête, qui avait gardé une petite CIA de type osteoprimum. Bon, j'ai pas la mesure, mais on peut l'estimer à certainement moins de 10 mm. Hein, c'est de l'ordre de 5-6 mm cette CIA.
Et vous voyez, cette valve était très pathologique avec une fuite importante. Et en plus, il a fait un trouble du rythme et puis en plus une endocardite. Donc là, l'indication faisait plus beaucoup de doute. Et même si on a été obligé de lui remplacer la valve AV gauche, l'évolution était ensuite favorable. Dans les complications de la chirurgie, donc on retient le bloc auriculo-ventriculaire, surtout en cas de remplacement de la valve. On avait vu l'hypertension artério-pulmonaire résiduelle qui est plus fréquente en cas de trisomie 21 et d'intervention précoce. Et puis, il y a bien sûr toutes les réinterventions sur la valve auriculo-ventriculaire et enfin les obstructions gauche. Mais c'était une complication qui est plus rare que la lésion résiduelle de la valve AV. Donc, les complications rythmiques, c'est surtout un bloc auriculo-ventriculaire ou des dysfonctions sinusales. Ces blocs sont en post-opératoire, qu'on a même des dysfonctions sinusales à long terme, mais que les indications de pacemaker sont rares et que les troubles du rythme supraventriculaire sont plutôt rares quand les CAV ont été opérés dans l'enfance. On avait vu juste avant le cas de l'adulte non opéré. Alors, je vous ai mis la dernière étude des Australiens. Les Australiens, ils ont un registre national et donc ils ont toujours des très belles cohortes. Et vous verrez que dans les techniques chirurgicales, vous avez toujours deux équipes qui s'affrontent, c'est Boston et les chirurgiens, avec Melbourne en tête. Donc, si vous voulez avoir les plus belles cohortes, il faut toujours aller voir ces deux équipes. Et donc, ils ont obtenu 4% de complications sur la voie d'éjection gauche. C'est souvent des lésions qui sont de type acquis, c'est-à-dire que vous allez avoir une hypertrophie ou même une membrane, une sténose sous-valvulaire aortique qui va survenir dans ce chenal. Vous savez, l'élongation qu'on a vu au début dans les lésions anatomiques et qui va devenir le siège de cet obstacle résiduel. C'est assez rare, mais il faut quand même l'opérer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que c'est survenu, il y a un taux de récurrence de cette complication post-opératoire qui n'est pas du tout négligeable. Sur la valve auriculo-ventriculaire, donc on avait vu la fréquence, j'avais dit 15% tout à l'heure, 14 ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça vaut le coup de réopérer, puisqu'il y a une survie qui est quand même très sympathique, du même ordre que de la première intervention, et qu'on arrive quand même, dans la plupart des cas, 70%, on va dire, 2/3 des cas, à faire une plastie refaire une plastie de cette valve avant de la remplacer. Il y a évidemment des études qui ont essayé de savoir si on pouvait, en post-opératoire immédiat de la première intervention, essayer de deviner ceux qui allaient quels étaient ces 15% qui allaient avoir besoin d'une réintervention sur cette valve. Et vous voyez que si elle est faible ou non présente, évidemment, la plupart n'en auront pas besoin, mais qu'en fait, il y a des passages entre, d'une part, une faible fuite ou absente qui va devenir significative et qui va être finalement réopérée. Donc, on peut voir de tout, quoi. Et qu'à l'inverse, si vous avez une fuite significative en post-opératoire, il ne faut pas crier au désastre et prévenir les parents tout de suite qu'il va être réopéré, puisqu'il y en a quand même un petit nombre qui va finir sans réintervention. Donc, c'est pour vous dire que même si le résultat post-opératoire que vous allez tous juger à cette échographie post-opératoire, on préfère qu'il soit satisfaisant d'emblée, il faut laisser du temps pour savoir quel va être le taux de complications à moyen et long terme. Et que là encore, ça va passer par une évaluation précise de cette valve AV gauche. Pour analyser cette fuite résiduelle de la valve AV gauche, qui peut être une indication de réintervention, c'est pas facile. On peut faire un diamètre à l'anneau, la vena contracta. Finalement, c'est quand même une indication. On peut essayer de faire de la PISA, même si elle n'est pas exacte parce que c'est sur une fente et que voilà, c'est pas quelque chose de circulaire, mais ça peut être intéressant dans le suivi longitudinal du propre patient. Et puis surtout, on va regarder les paramètres de retentissement. Certaines équipes ont développé l'IRM. Alors, je vous montre cet enfant qui avait été opéré très tôt d'un CAV. Et finalement, le chirurgien
Elle n'avait pas fermé la fente parce que le feuillet mitral était peu développé. Et bien, vous voyez que l'évolution à long terme, elle est magnifique. Le pilier mural, il s'est développé et la fuite, elle est minime. Alors là, je vous montre un CAV qui a été fermé, on voit le patch, et vous voyez la plastie de la valve qui est assez épaisse, mais avec un très bon résultat. Je vous le remontre. Donc il reste une fuite qui est difficile à cerner, mais enfin, en tout cas, on ne va pas dire qu'elle est importante. Et on avait parlé du double orifice qui pouvait rendre plus difficile la chirurgie. Et ce qui est intéressant, c'est que les chirurgiens se sont servis de cette particularité pour inventer une technique chirurgicale et parfois ils réparent d'un double orifice quand ils n'ont pas assez de tissu. Et c'est ce que vous voyez sur cette boucle. Et on voit très bien le double orifice avec l'orifice principal qui est un petit peu en aliasing, mais pour l'instant, il n'a pas évolué vers une réintervention sur un RM. Et puis, je vous montre celle-ci parce qu'il y a quand même des mauvais résultats, puisque je vous ai parlé d'un taux de réintervention qui était de 15%. Et c'est la patiente pour laquelle je vous ai montré l'oreillette unique avec la veine cave supérieure gauche. Et vous voyez que 6 mois après l'intervention, elle a développé une valve qui ne ferme pas, avec une fuite horrible. Et en fait, on avait aussi un RM. Vous voyez qu'en plus de ne pas fermer, elle ne s'ouvre pas bien. Et voilà le résultat post-opératoire, elle a une valve mécanique. Donc, ça arrive quand même. Un autre bébé qui a développé une fuite dont on a du mal aussi et qu'on a dû réopérer très précocement. Et en fait, il y avait probablement un lâchage de l'hémivalve et de la suture de l'hémivalve qui avait été faite par le chirurgien. En tout cas, c'est ce qu'elle a trouvé en ouvrant et elle a pu la réparer de façon satisfaisante. Donc, voilà le résultat. Vous voyez que c'est magnifique. Donc, comme je vous le disais, il faut savoir y retourner. La plastie est souvent possible, même si parfois ça finit en valve mécanique. Et donc, je vous laisserai les cas cliniques. Et je vais vous montrer juste celui-là parce que je l'aime bien. Donc, vous voyez, on est en anténatal. Donc, le droit, le ventricule gauche, l'aorte descendante, le rachis. Jusque-là, tout va bien. La pointe du côté gauche. 2 oreillettes. Bon, on devine les VP à l'oreillette gauche. Bon, alors évidemment, on est dans un cours sur le CAV, vous allez dire ah, la valve AV, on dirait un peu qu'elle est alignée. Enfin bon, heureusement, ce bébé, il avait déjà eu une amyosynthèse, on savait qu'il avait une trisomie 21. Donc on va attendre un peu, et puis heureusement, il bouge, tout d'un coup, regardez, hop, il met le cœur vertical, et là, il y a un magnifique CAV qui arrive. Donc c'était pour vous dire que quand vous êtes devant un bébé en période postnatale et qu'il n'y a pas eu de diagnostic de CAV anténatal, alors qu'on pense que c'est un diagnostic extrêmement facile sur une quête cavité, ben non, c'est pas si facile, on peut très bien louper un CAV. Voilà, j'ai fini. Avez-vous des questions? J'ai 3 minutes pour les questions. Actuellement, oui. On a fait du sauvetage avec des mélodies en valve mitrale, mais c'est dans des cardiopathies extrêmement complexes. Et dans le CAV, il y a eu publié en bioprothèse. Je l'ai vu sur d'autres pathologies mitrales, mais pas sur le CAV. Dans le CAV, vous sortez souvent un peu assommé parce qu'on a fait des chocs, là je tape, la valve.
tous les âges d'intervention, toutes les complications. Donc, je crois que vous pouvez disposer du diaporama qui est enregistré. Pas d'autres questions sur les visios? Ils sont parvenus après la pause. Non, merci beaucoup. Non, ça va, merci. Merci. De rien.